Et salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les lectures de la semaine. Qu'est-ce qu'il a lu ce bon vieux Mills? C'est assez simple, il a lu 5 œuvres, dont 2 comics, et dans ces 2 comics, il y a une œuvre majeure du comic book américain, toujours dans l'idée de lire ou de relire des œuvres qui sont susceptibles d'aller dans mon top 10. Est-ce que je sortirai le panneau ou pas? Calmez-vous, c'est pas sûr du tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur toutes les œuvres dont je vais vous présenter. Il y a une œuvre qui est très drôle, une œuvre qui est très émouvante, un début d'univers qui est vraiment dantesque, qui est même stellaire, et puis il y a une ressortie en intégrale d'un univers que j'ai beaucoup aimé, que je ne connaissais pas avant. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Avant de commencer l'épisode, on va parler évidemment du calendrier du mulet, hein. Rappelez-vous, janvier c'était ça, février c'est là, et là on est parti pour mars. Voilà, mars, ça va être de l'émotion. On est parti, let's go. Ah, les mecs ils ont pas joué le jeu. le calendrier là, ils ont pas joué le jeu du tout quoi. Y a pas que des mulets. Bon, je vous montre le mec qui m'a fait rigoler, ok. Il me ressemble un peu en plus. Il y a des rouflaquettes, il y a de la rouffe, et il y a surtout du torse velu, voilà. De loin, je me suis dit, putain, c'est un troll que mes potes m'ont fait, ils ont mis une photo de moi. Mais non, le torse est complètement velu, frère, c'est une moquette. Le mec est équitrant, franchement, il est équitrant. Et après, il y a le prof d'histoire un peu pervers qui est juste là, avec son char, avec son petit mulet là. Vraiment, il fait flipper, il fait bader. Lui, il est marrant, lui, il est drôle. Tu vois, le mec, il a la cool, merde. Ça va, les gars, on est en vacances ou quoi? Oui, on est à Perros-Guirec. Et après, on part direction le Cap d'Agde. Pourquoi? Bon, voilà. Calendrier du mulet. Je suis un peu déçu, y a pas tant que ça de mulet, hein. Bon, celui-là, c'est vrai qu'il est un peu osé. On va pas se mentir. Mais là, y a pas de mulet, quoi. Là, c'est juste un petit redneck à la cool. Mars, c'est pas ouf. Et oui, vous inquiétez pas, je marquerai mes lectures dans le calendrier. Je sais qu'il y en a qui vont gueuler. Donc, on va pas tarder à Pardon. Excusez-moi. Allô? Allô? Y a de la merde dans le tuyau. Eh, je reconnais votre voix, là. C'est qui à l'appareil? Mills, ça... Tu reconnais mourir quand même. Putain, je t'ai dit qu'entre nous c'était fini. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous? T'es où là? Là, je suis avec ton monteur, là, on est en train de papoter, voilà, tout simplement. Si tu lui as fait du mal, je te promets, sur la tête de ce que j'ai de plus cher, que je vais t'éclater la gueule. Mais non, t'inquiète pas, il fait juste dodo, là. Oh, t'es susceptible. Non, je t'appelais juste pour te dire que ta braguette est ouverte. Hein? Oh putain, mais comment tu sais ça, toi? T'es en post-prod? J'ai l'impression que tu ne connais pas le multivers. Bah si, figure-toi, mais c'est tellement à chier dans les univers de super-héros que c'est pas pour me le fader dans la vraie vie, quoi. Tu me feras toujours rire. Ouais, bah je suis bien heureux de le savoir. Maintenant, tu vas te dégager de mon studio et je veux plus jamais te revoir. Oh, Mills, à chaque fois c'est pareil. Tu veux me dégager de ton studio, tu veux me dégager de ta vie, mais t'as honte de moi ou quoi? On a quand même vécu des grandes choses ensemble. Je suis en train d'essayer de sauver notre couple, là. Non, en fait, y a rien à sauver, d'accord? Alors tu dégages. D'accord, je vais dégager. Mais d'abord, je veux que tu me dises le mot magique, Mills. Comment ça? Je t'ai quand même dit que ta braguette était ouverte. Alors? On dit quoi? Il est hors de question. Allez, Mills, sinon je partirai pas. Non. À moins que tu préfères que je tue le monteur. Ah, il est par terre, là, comme une grosse larve. Ah, il me fait de la peine. Attends, ok, pardon. J'écoute. Merci. Pardon? Merci, j'ai dit merci. Voilà, merci pour la braguette, merci de m'avoir prévenu. Est-ce que je peux commencer ma vidéo? Mais c'est la première fois que tu me dis ça. À bientôt. C'est parti. Et on commence évidemment avec une œuvre que j'ai adorée, une œuvre qui m'a fait beaucoup rire, l'œuvre qui m'a fait le plus rire depuis ce début d'année 2025, et quand tu vois les informations, putain ça fait du bien. Ah vraiment, on en a besoin. J'ai craché, je suis désolé. 23 janvier 2025 c'est sorti, 272 pages, 26 €, sorti aux éditions Masso. C'est eux qui me l'ont envoyé, ils m'ont envoyé un message en disant Je pense que ça peut vous plaire, monsieur Mills. écoutez, envoyez-le moi, hein, si j'aime bien, j'en parle. J'ai adoré, c'est pour ça que je t'en parle. Yes, Bellicus, de Pierre Ferrero, le dessinateur. Enchanté monsieur l'artiste, tac, bravo. Franchement j'étais un peu sceptique au début, et j'ai plongé, j'ai sauté, c'est très efficace, c'est très malin, bravo, vraiment c'est très bien. Je vais vous montrer le dessin juste après, mais dites-vous que c'est dans ce style-là. Et El Diablo,
El Diablo, mardi, El Diablo. El Diablo, qu'on connaît un peu dans la cave du Miss, voilà, parce que Carcajou, c'est lui, voilà. Carcajou, c'était un coup de cœur il y a pas si longtemps que ça dans la cave, voilà, quelque part. Il a fait du Doggy Bags, il a fait Monkey Business, tout le monde me parle de ça, mais voilà. Il y a une œuvre que j'ai vue récemment, je crois que c'est Un homme de goût, un délire un peu cannibale, il me semble, enfin bref. J'ai vraiment besoin et envie de lire ça, donc faut que je trouve sur le bon coin. Bref, je vais me débrouiller. Mais de quoi ça parle, ça? De quoi ça parle, Bellicus? On est à l'ère, préhistorique. Voilà, alors, regardez-moi les dessins déjà. Vous allez voir, le feu, les éléments et tout ça. C'est ce délire-là. Ne vous fiez pas au premier abord, hein, l'habit ne fait pas le moine, tous ces proverbes à la con, mais ils ont raison. En fait, moi j'étais pas hyper chaud par ce genre de dessin, et putain, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement bien, tellement marrant, drôle, et les petits détails qui ne trompent pas, qui te font vraiment rire. Il y a un jeu dans les regards, enfin, vraiment, il est très fort. Bon, de quoi ça parle? On est avec des hommes de Cro-Magnon, hein, quelque part, on est vraiment au tout début de l'ère de l'humanité, hein, si je puis dire ainsi, et on est dans une tribu, parce qu'à l'époque c'était plein de tribus. D'ailleurs, on va croiser plein de tribus différentes dans cette histoire. On va, dans cette tribu-là, tomber sur un petit gars qui s'appelle Raoul. Raoul, lui, il est chétif, c'est un petit gars, il a juste dessiné, il fait la sieste, il boit de l'eau, tranquille, il voit les petites nanettes, il va les draguer. Voilà, c'est tout. Mais c'est un gars qui, aux yeux de la communauté, du coup, est inutile, ne sert à rien. C'est ni un chasseur, ni un cueilleur, c'est à rien du tout, quoi. Il dépose pas les animaux, il tanne pas de la peau. Il le considère un peu comme une lie, quoi, de la société, comme un espèce de mec qui sert à rien, une bouche à nourrir de trop, quoi. Tu vois, quelque part, il y a un peu de ça. Et il y a plein de gens dans le village qui le pensent ça, dont une meuf qui s'appelle Koska, une guerrière, en fait, qui, elle est musculeuse, elle chasse, elle prend un bélier comme ça, elle prend le bélier. Elle l'arrache en deux, quoi. Non, mais rien à foutre. Donc autant dire que quand elle voit un gars qui branle rien comme Raoul et qui est chétif, et du coup les rôles sont un peu inversés. Tu as compris? T'as compris le délire? Est-ce que l'art c'est essentiel vraiment? Du coup, même à cette époque-là, est-ce que le fait que la meuf soit musculeuse et envoie chier un petit gars, ça change pas les rôles dans notre société actuellement? Et d'accord, la virilité, tout ça. Bref, tu as compris, ça va parler de tout ça, mais avec un ton vraiment très drôle. Jusqu'au jour où donc du coup ce petit Raoul là, lui, il en a ras-le-bol de se faire chier sur la gueule, sur le coin du rade, donc il se barre, il arrive dans une forêt, et là il y a un mec qui lui dit, écoute, je vais te montrer comment on fait du feu. Ouais, mais moi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est tant nous. Évidemment, ce mec-là qui va lui montrer comment on fait du feu, c'est évidemment fait pour en profiter, parce que Raoul va arriver au village, il va montrer le feu, ça va partir en couille, eux vont en profiter pour les attaquer, et au final, il va rester que deux survivants, Raoul et Koska, qui se détestent évidemment, ils n'ont pas la même conception de la vie, et toute l'histoire va être basée sur le fait que Koska et Raoul vont aller poursuivre les prisonniers de leur village après s'être réveillés dans les cendres, de partir sur la route pour essayer de retrouver le village et de sauver tout le monde, quoi, une espèce de vengeance, parce que lui il est amoureux d'une meuf, elle a un truc personnel par rapport à ça, et ils vont croiser un espèce d'anthropologue qui lui fait des recherches sur un espèce d'extraterrestre qui lui fait des recherches sur les différentes races, les différentes ethnies qu'il y a sur la Terre et tout, et en fait ça part complètement en couille, et c'est tellement drôle, oh là là, c'est tellement bien écrit, c'est tellement drôle. Je me suis marré de bout en bout, quoi. Ils vont croiser des gens, il y aura du racisme, de la misogynie, de la xénophobie. En fait, tu vas comprendre que depuis le début, l'humain est mauvais et que malgré nos erreurs, on n'apprend jamais, quoi. Parce qu'il y a un parallèle entre notre société à nous et les tribus de l'époque. Et effectivement, tu te rends compte que depuis plus de 2000 ans, en fait, on fait de la même merde, quoi, en fait. Et c'est passionnant, vraiment, c'est plus de 2000 ans, d'ailleurs. C'est passionnant. Il y a des injustices, il y a des moments où ça va planer, ça va partir un petit peu en The Big Lebowski, tu vois, il y a vraiment un délire très cool, et le dessin est fichtrement efficace, voilà. Je vous le dis, hein, c'est pas du tout mon style, d'ailleurs la plupart des BD que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas trop mon style, que ce soit dans l'écriture ou dans le dessin, mais en tout cas c'est à chaque fois, ça tombe bien, quoi. Enfin vraiment, c'est très très beau, très très drôle, c'est marrant de voir les rôles qui sont inversés comme ça, et puis ça pose, moi évidemment, le sujet que j'ai kiffé le plus, c'est est-ce que réellement un artiste qui est peace and love dans un monde un petit peu de requin comme ça, a sa place? Est-ce que c'est utile l'art? Parce qu'en fait, tu pars du principe que oui, moi évidemment que l'art ça nourrit l'âme, si t'as pas ça, t'as beau te nourrir d'eau et de bouffe, tu vas vivre, mais tu vas mourir cérébralement, il y a un truc, tu seras en mode off, quoi, tu vois. Et ça parle de tout ça, voilà, ça parle de tout ça, c'est très très beau, vraiment c'est psyché, c'est un truc vraiment psyché, ils peuvent prendre des mauvais produits, ils se bagarrent, c'est un espèce de buddy movies, un petit peu, il y a deux personnes que tout oppose, et au final, est-ce qu'ils vont réussir à bien s'entendre à la fin? Le fait de traverser le monde comme ça, et de rencontrer plein de gens qui sont un peu chelous, néfastes, mauvais, bienveillants et tout, est-ce que ça va les rapprocher? Et du coup ça va mettre peut-être de côté leurs différents ou pas. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver les gens de leur village qui ont été kidnappés? Je vais la garder cette BD, je vais la prêter, je vais la conseiller. C'est vraiment une superbe critique de notre société, mais habilement amenée dans une ère qu'on évidemment on n'a pas connue, mais qui fait partie aussi de notre histoire. Donc ouais,
Bellicus de Pierre Ferrero et El Diablo, c'est chaudement recommandé, ma perruche. Et on enchaîne avec l'œuvre la plus poétique de la sélection, un titre perruche. Et oui, mais c'est comme ça, cas du mix. Bim, 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 regarde, la colère, la peur, la joie, le doute, le banquier. Allez, banco, on va faire avec. J'ai dit poésie, donc qui dit poésie dit 404 graphiques. C'est une œuvre qui est également sortie le 23 janvier 2025, c'est une œuvre qui est également singulière graphiquement, de 28,90€, elle fait 312 pages, elle est mise dans un écrin complètement hallucinant, et voilà, je vous parle d'Anzuelo, qui veut dire hameçon en espagnol, je vous dis ça parce que Emma Rios est elle-même espagnole, et vit très proche de la mer. C'est une œuvre hommage à l'eau, une hommage à ce que représente la vie sur Terre. Alors je sais pas comment c'est dessiné, c'est du lavis ou de l'aquarelle, en tout cas forcément. Un dessin en rapport avec l'eau également, il y a toute cette démarche qui est assez folle. C'est vraiment une œuvre qui va te demander d'oublier un petit peu ce que tu connais, qui va te demander d'ouvrir un petit peu ton esprit. Moi au tout début j'étais pas chaud, et puis j'ai quelle récompense à la fin quoi, quelle récompense à la fin. En plus l'œuvre elle est magnifique vraiment, avec ce petit effet gaufrette que Nicolas Beaujon adore quand je dis ça, pas du tout. Non, vraiment, l'œuvre est incroyable et magnifique. Et ce que vous voyez là, graphiquement, c'est ce que vous allez retrouver à l'intérieur également. Voilà. C'est une œuvre qui va te parler de 3 enfants après un espèce d'énorme tsunami, un changement de cycle vis-à-vis de l'eau, tout simplement une catastrophe naturelle. Vont se retrouver tous les 3 sur une île déserte et vont essayer de reconstruire quelque chose et vont devoir faire fi de beaucoup de ce qu'ils ont connu dans le passé pour réussir à s'entraider et à créer un monde meilleur, que ce soit sur l'alimentation, sur la façon de vivre, la façon d'être, sur la question des genres, la question même pas des genres, je veux dire homme-femme, même au-delà de tout ça, parce qu'ils vont développer également certains pouvoirs. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais ça a un rapport à mon sens, parce que c'est très cryptique en fait, c'est très vaporeux comme idée. Il y a le côté évidemment de l'air, le côté de l'eau, de la terre, ou du moins le côté très premier de la chose, de quelque chose de très organique. Moi j'ai vu ça comme ça, donc ça aborde ces 3 sujets-là, au contact d'espèces d'entités magnifiques, incroyable, qui t'offre la vie, mais qui t'offre la vie d'une façon où tu as le choix. C'est terriblement beau. Voilà, c'est magnifique. Au début, j'étais pas prêt du tout. Il y avait beaucoup de significations que je comprenais pas et j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de lire, bordel, c'est quoi ce délire? Arrivé à la moitié du bouquin, j'ai compris qu'en fait c'était beaucoup plus profond que simplement un trip de dessinatrice. Il y a une vraie histoire, il y a une narration incroyable, la couleur est folle, la composition, c'est magnifique quoi. C'est magnifique. En fait, le truc, c'est que c'est dingue de réussir à faire un pitch qui tient sur un post-it. 3 enfants se retrouvent sur une île déserte et vont devoir survivre. Point. Voilà. Hop. Une composition graphique incroyable. Mais en plus de ça, la caractérisation des personnages va être le centre même de ce bouquin. Je vous dis, il y a un rapport avec l'eau qui est très très fort, qui est très puissant. Il y a un rapport avec la vie, donc, ce que l'eau peut apporter comme nourriture, mais aussi comme liberté. Je vous dis, il y a un rapport avec un des personnages et avec l'eau qui est assez brutal. Il y a le sacrifice d'un autre enfant pour la communauté, parce qu'au début ils sont 3 et puis ils vont finir par être bien plus. Et en fait, c'est une façon de montrer que la jeunesse peut créer quelque chose de beau, de concret et de positif. C'est une remise à zéro, clairement, à mon sens. C'est une remise à zéro des compteurs. C'est une façon de dire, écoutez, elle a mis 3 ans à faire cette BD comics, sortie chez Image aux États-Unis. Je l'avais pas dit. C'est une façon d'expliquer, bon, écoutez, faites confiance à la jeunesse. Ce n'est plus dans vos mains de toute manière. Vous êtes trop vieux, vous êtes trop nul. Ça sert plus à rien en fait là, ok? Donc lâchez tout, laissez l'avenir dans la main de ceux qui vont la vivre, c'est-à-dire la jeunesse, et arrêtez de nous dicter des dogmes et de façons de voir, de penser et compagnie. Moi c'est comme ça que je l'ai vu, voilà, c'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai croisée, Emma Rios, tu la sens pas du tout intéressée, tu la sens pas du tout, tu la sens très simple, j'ai pas osé aller la voir, voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je parlais avec Nicolas Beaujon parce que j'avais croisé sur le salon, j'ai pas osé la voir, elle l'embêtait, je sais pas pourquoi, en fait avant d'aller en Angoulême j'avais lu la moitié, et vraiment, alors je savais pas quoi lui dire parce que vraiment j'étais encore très flou dans ma tête, et en même temps je savais qu'il y avait une véritable sincérité et je l'ai vu dédicacée. Franchement si elle passe à côté de chez vous, ouais allez-y quoi, parce que les dédicaces sont tout simplement magnifiques. Le dessin est fou, je sais pas si on se rend bien compte, l'hommage à des flots de la mer, des embruns, c'est un vrai vent de fraîcheur ce dessin. C'est magnifique. Et la façon de découper les cases et tout, vraiment, regardez-moi ça. Il y a pratiquement pas une seule double page qui est identique. Il y a une narration qui est plus ou moins rythmée, beaucoup de texte, beaucoup de cases, beaucoup de petites cases. Comment on la prend, comment on la lit. T'as tout ce questionnement-là, et à chaque fois, il y a des couleurs plus ou moins vives, très terne par moment, il y a vraiment une dominance de bleu et de vert. Vraiment, c'est très beau, voilà, c'est très beau. Je pense que c'est pas une œuvre où je vous dirais la fin, je l'ai pensé comme ça, je l'ai vu comme ça. Je pense que chacun peut avoir sa fin. Je pense que le début est assez clair
pour que tout le monde soit d'accord sur le même piédestal, et un peu comme si toi tu te trouvais sur cette île déserte avec eux, avec toute cette communauté-là, c'est à toi de faire ton chemin, de comprendre un peu comment la vie fonctionne et de voir la fin de cette histoire comme t'as envie de la voir en fait quelque part. Il y a une fin qui est proposée, on est d'accord là-dessus, mais moi je pense qu'on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Mais encore une fois, bravo, l'écran est magnifique, c'était vraiment c'est un pari de ouf de sortir ça en France. Et ça a marché pour moi, vraiment ça a marché de ouf. Donc encore une fois, l'habit ne fait pas le moine, ne vous fiez pas à ce que vous connaissez, oubliez tout et plongez dans cette lecture incroyable qui est Anzuelo de Emma Rios, parce que franchement ça vaut le détour. Bon, c'est Star Wars, mais t'auras deviné, on va partir dans l'espace, mon petit pote, avec Apogée. Ah ouais, Apogée, le premier tome, les boucles de Céladon, sorti chez Dargo le 17 janvier 2025. Ça coûte 18,50€, ça fait 64 pages, c'est du franco-belge, tu l'auras compris. Et l'équipe créative, c'est Duval, MM et Blanchard. Tiens, est-ce qu'on les aurait pas déjà vus, un cas du Miss? Évidemment que si, avec le premier cycle de Renaissance, à l'époque, pour un découvert de bande dessinée spéciale Dargo. Donc, j'ai lu que le premier cycle, j'ai pas lu le deuxième, entre temps. C'était très bien, ça, c'était très bien. Et tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Du coup, c'est la même équipe. Bim, oui, parce que avant Renaissance, il y avait Apogée. On voit les deux cycles qui sont ici, de Renaissance. Et là, on part pour 3 tomes. Ah non, mais tout simplement. De quoi ça parle? Parce que c'est pas facile c'est quand même pas facile, et vous allez voir, c'est pas facile à résumer. Voici le récit d'une alliance entre les dignitaires du complexe et un spécimen d'une espèce considérée comme peu avancée, mais qui est observée de près, l'homme. Au 1er siècle de l'ère chrétienne, un centurion romain, Marcus Valerius, se retrouve au cœur d'une grande guerre sans merci. Au-delà de la Voie lactée, le premier conflit stellaire voit s'affronter les 23 planètes du complexe et leur redoutable civilisation Ouroboros dévoreuse de monde. Rien que ça. Moi j'avais beaucoup aimé le dessin de MM. Alors c'est Blanchard qui est à la maquette, MM est au dessin et à la couleur, c'est ça les scénarios de Fred Duval. Voilà, donc jusque-là j'ai tout bon. On continue à s'en prendre plein les mirettes. Le dessin est magnifique. Enfin, vraiment il y a rien à dire. Les couleurs chatoyantes, les perspectives de paysage, le chara-design des personnages, enfin vraiment c'est magnifique. Et cette cover, est-ce qu'on peut en parler parce que je suis en train de parler de ça, mais la cover est magnifique. C'est tout ce que je détesterais et c'est tout ce que je rêverais. Voilà, d'être comme ça dans ma petite combinaison au-dessus de la stratosphère et de là genre tout seul. Là il y a pas de vaisseau, il y a pas de passerelle, hein, il est tout seul. Et dans l'espace, vous savez que personne ne vous entend crier. Voilà, la cover, le dessin, la composition des planches, tout est magnifique. Donc de quoi ça parle? Pour essayer d'être un tout petit peu plus simple, parce que effectivement la quatrième de couverture n'est pas très explicite, mais en même temps c'est compliqué parce que on installe un nouvel univers en rapport avec Renaissance, parce qu'il y a évidemment des petits clins d'œil et même des gros clins d'œil, tu verras, mais je t'en dis pas plus avec Renaissance, mais effectivement c'est bourré de noms, de beaucoup de noms que tu vas devoir retenir. Il y a énormément de choses à connaître et c'est peut-être pas simple de rentrer dedans, mais en tout cas tu sais que dans les BD qui vont suivre, ça va être le feu, c'est vraiment installer un univers complexe, c'est jamais simple. Ils le font vraiment très bien. Faut juste, je trouve que c'est une lecture assez exigeante, voilà. Mais terriblement jouissif quand tu t'impliques un peu dedans, quoi. On va suivre cette famille qui va arriver sur cette planète pour réparer une espèce d'antenne relève, quelque chose de technologiquement avancé. Et le père va partir d'un côté et va se faire enlever. Et les deux enfants qui eux vont croiser la route de ce centurion humain pour le coup, parce que la famille n'est pas humaine, et vont décider de partir à sa recherche et ils vont évidemment croiser une espèce de rebelle d'une autre race qui s'est échappée et qui est poursuivie par une espèce de taré galactique. Et évidemment il y a toute une ça m'a fait beaucoup penser à Mass Effect et compagnie. C'est vraiment une œuvre comme je vous dis très riche, voilà, très riche, mais qui apporte par rapport à Renaissance, ça va sans dire évidemment. Ça avance bien, ça va très vite, c'est vraiment une marche en avant, tu t'ennuies pas du tout, c'est très efficace. Et le dessin, nom de Dieu, regardez-moi ça. Quand chaque personnage est dessiné, il est bien dessiné, il n'y a pas d'ombrage plus que ça. C'est très beau, vraiment, les structures, les vaisseaux, l'ambiance. Je vous ai chanté Star Wars tout à l'heure, mais vraiment, je ne mens pas, hein. Il y a vraiment un côté space opéra comme ça, de très galactique, vraiment un univers, un lore très complexe. T'as envie de mettre tes chaussons et de dire, allez, on est parti pour quelques années, là, y a pas de problème. Et ce sera évidemment étalé sur plusieurs années. J'ai hâte d'avoir la suite. J'ai passé un excellent moment à lire Apogée. Le dessin est magnifique, et même vraiment, il se dépasse. Les couleurs sont vraiment somptueuses. L'histoire, tu sens qu'il y a quelque chose de terrible, parce qu'à la fin, tu dis, oh putain! Quand t'as lu Renaissance, tu fais, ah! Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc à toutes les personnes qui ont aimé Renaissance,
connaissance, évidemment, je vous conseille Apogée. Je vous en dis pas beaucoup plus parce qu'évidemment, c'est assez court pour l'instant, mais tu sens qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, comment ils vont s'en sortir. Le peuple qui crève un peu la dalle, tous les peuples qui ont pas choisi la guerre mais qui vont quand même la subir. Je peux pas trop en dire. Et puis cet humain qui débarque en plein milieu de cet univers, qui est pas du tout de la bonne, qui a fait un gap temporel complètement fou, et tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que c'est que ce délire en plus complètement fêlé? Et ça marche très bien. Ça marche très très bien. L'antagoniste est vraiment charismatique. Il fait flipper et il y a plein de questions qui se posent autour de lui, autour de son corps, autour de sa combinaison. Ouais, bref, je vais pas en parler toute la soirée, mais en tout cas, Apogée, les boucles de Celadon, et ben c'est franchement cool. J'ai hâte d'avoir la suite. Je peux pas vous dire mieux. Pour la suite, c'est assez simple, mes perruches. Si je vous dis Casterman, si je vous dis 36 €, si je vous dis intégrale, sorti le 8 janvier 2025. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas, mais toujours est-il que cette intégrale regroupe 4 tomes. Les 4 tomes de la série, donc une histoire complète. Bim! Résilience. Voilà. Résilience intégrale de chez Casterman de Monsieur Augustin. C'est ça, Augustin Lebon, et les couleurs sont de Hugo Poupelin. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, j'attendais depuis très longtemps cette œuvre, l'intégrale de cette œuvre, parce que j'en avais entendu beaucoup de beaux, c'est du franco-belge, pur et dur, hein, vraiment dans le dessin, dans la narration, tout ça. C'est pas exempt de défaut, mais en tout cas, une fois que j'ai refermé cette œuvre, j'ai pris un pied monstre parce qu'elle m'a plus marqué que ce que je pensais. J'ai appris énormément de choses parce qu'à la fin t'apprends que cette œuvre a été c'est une œuvre d'anticipation un peu post-apocalyptique, c'est une tétralogie en fait qui parle de l'appauvrissement des sols, vraiment un message très 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 écologique. C'est de l'anticipation écologique. Quelque part c'est pas quelque part, c'est purement ça quoi. L'auteur a écrit cette œuvre à la suite du visionnage d'un reportage, un reportage que je me suis noté qu'il faut absolument que je regarde d'ailleurs, et il a eu une prise de conscience, un truc vraiment voilà, et je trouve ça très beau de créer une œuvre comme ça à la suite d'une prise de conscience qui, à mon sens, il y a plein de sujets que j'aime aborder, hein, vous le savez, j'ai pas ma langue dans ma poche, le féminisme, le sexe, le rapport aux autres, les religions, tu vois, tout ça c'est des sujets que j'aborde, mais s'il y en a bien un qui me tient à cœur et qui régit une bonne partie de ma vie en ce moment, parce que je fais le redneck style avec des 4x4 et tout, mais j'ai pas les moyens d'acheter un 4x4 déjà d'une, et puis de deux, la pollution ça m'excède absolu, donc vraiment le côté l'appauvrissement des sols, le maintien de notre planète, tout ça c'est vraiment des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Vraiment, je vous mens pas, c'est quelque chose qui, je fais pas le faux mec. C'est pour moi, ça devrait être numéro 1 et je pense qu'on devrait tous faire un effort. Alors, quand je dis tous, c'est pas nous, parce que nous, à notre petit niveau, à part trier nos déchets et pas balancer de l'essence pour cramer les mauvaises herbes, enfin, un peu de bon sens, mais à part ne pas faire ça, bon, je vois pas comment on pourrait détruire plus. Non, c'est l'État. Je pense que ça devrait être une priorité absolue et qu'il y aura même pas besoin de couleur de parti politique ou quoi que ce soit. Mais on va pas parler de politique dans l'Académisme, mais en tout cas, sachez que c'est un sujet qui m'est très cher. Voilà, les Sea Shepherd, tout ça, je comprends mieux. Et grâce à cette œuvre-là, je me suis dit, tiens, on peut aller plus loin dans l'activisme. Tout simplement. De quoi ça parle? Il n'y a pas de quatrième de couverture et c'est assez compliqué de le résumer, donc j'ai trouvé un petit texte sur internet qui est plutôt pas mal. Récit d'anticipation écologique, résilience est au monde des OMG ce que Mad Max est à celui du pétrole. Septembre 2068, l'Europe est devenue un vaste désert agricole. La puissante multinationale Diocinta exploite 90% des terres de son armée, la FSI, donc c'est la force de sécurité intérieure, fait implacablement respecter ses droits de propriété. Pour lutter contre la famine et cette hégémonie totalitaire, un vaste réseau clandestin baptisé la Résilience diffuse des semences et des idées libres. Au fil de nombreux affrontements, les défenseurs de l'utopie vont maintenir vivant l'espoir d'une civilisation ouverte et généreuse face au cynisme d'un grand groupe industriel sans foi ni loi. Voilà, c'est simple. Au début, on va suivre deux personnages qui s'appellent Adam et Agnès. Alors, sachez que le premier tome, j'ai trouvé qu'il a été rythmé, beaucoup trop rythmé en fait. Il va beaucoup trop vite. C'est-à-dire que ça passe un cap très rapidement. Il y a des ellipses temporelles qui sont monstrueuses. Je trouve qu'il y avait un vrai problème de cadence en termes de rythme au début, et c'est pour ça que je vous dis, au début j'étais en train de me dire bon c'est pas mal, mais bon c'est vrai que ça va un peu vite et tout, et arrivé au deuxième tome ça commence à se réguler, tu vois. Le troisième tome il est vraiment très bon, et le quatrième tome c'est une masterclass quoi. J'ai adoré, j'ai vu l'évolution du dessin, de la façon dont c'est construit, de la façon dont c'est amené et tout, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au tout début on va suivre Agnès et Adam, qui sont un petit couple trop mignon. Bah elle est chez ses beaux-parents du coup, donc chez les parents de Adam, et un jour tu vois ils sont en train de planter, il y a un côté très verdoyant, très joli, très stylé. Tu dis bah
attends, ça va, c'est pas l'apocalypse, c'est quoi le délire? En fait, c'est assez stylé. Alors au début, il t'explique un petit peu que bah voilà, à force d'affamer les populations, ils ont le monopole de l'agriculture et ils proposent eux leurs semences qui sont pratiquement stériles dans un sol appauvri absolument, parce qu'à force de traiter et de pas mettre les sols en jachère et de toujours pomper les minéraux qu'il y a dans le sol, et ben en fait tes cultures sont de plus en plus pauvres et du coup t'es obligé de mettre des OGM qui te permettent tout simplement de lutter face à la pauvreté d'un sol pour être beaucoup plus robuste, beaucoup plus voilà, qui produisent beaucoup plus. Par exemple, un épi de maïs va être gigantesque avec des gros épis de maïs, alors que si tu plantais tout ça des choses de façon naturelle avec toute la merde que t'as mis dans ton sol, t'arriveras même pas à avoir un petit doigt quoi. Bon, bref, je vous dis ça me passionne. En tout cas, à force de faire ça, bah ils ont eu le monopole de la bouffe et du coup ils rendent la population complètement servile, complètement à la merci de la moindre aide, voilà tout simplement. Donc c'est encore une fois un exemple concret en BD mais concret comme quoi bah, le gouvernement ne peut rien face à des multinationales qui sont pétées de thunes. Tu les vois au tout début, t'expliques ça, et puis tu vois qu'il y a un petit hameau de paix. Et Adam, tout simplement, va avoir ses 2 parents rentrer, et ils vont être malades, ils vont être plus que malades, ils vont avoir chopé du produit dans la gueule. Tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas, les 2 parents vont décéder. L'un des 2 parents va dire à Adam, bah écoute, va voir la résilience, il faut continuer à lutter pour survivre, parce qu'en fait, tu te rends compte que ses parents étaient des activistes et qui proposaient des semences, des vraies semences non stériles, parce que sachez qu'il y a des graines que tu peux acheter chez Gaver et compagnie où en fait tu auras une plus grosse rentabilité de production, mais par contre tu pourras pas réutiliser les graines de ta tomate pour les replanter l'année d'après parce qu'elles sont stérilisées. Et il te propose juste une alternative au fait de pouvoir faire pousser les légumes soi-même, de pouvoir vivre de ton sol, voilà. Et ça c'est interdit par la multinationale évidemment, ils veulent avoir le monopole, donc forcément il y a un truc comme ça. Donc ils vont suivre un espèce de petit circuit pour y arriver, et tu vas te rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus vénère que ça, parce qu'il y a une branche armée qui est elle est extrême, et la résilience, elle, à la base, c'est un petit peu la résistance molle. La FSI, donc les forces de sécurité d'intérieur, elles se battent vénère, quoi. C'est-à-dire qu'elles protègent leur sol, les biens privés et compagnie, de l'entreprise, donc forcément, ça tire sur tout ce qui bouge. C'est très intéressant, en fait. Ça en dit énormément sur notre monde actuel. Évidemment, les potards sont poussés au maximum. C'est de la science-fiction écologique, post-apo par rapport aux produits dégueulasses qu'on balance dans nos champs, et ça va même devenir à quelques moments une arme. J'ai beaucoup aimé, voilà. Et donc, tu vas suivre ces deux personnages, il va se passer quelque chose de très heureux en plus entre ces 2 personnages qui va faire que bah elle va être touchante, elle va avoir un caractère très jovial, lui est un petit peu plus renfermé, en plus de ça il va y avoir une espèce de trio amoureux. On va faire vraiment le tour du globe pratiquement, on va partir d'un bidonville jusqu'à un endroit luxuriant, c'est très très beau. Je vais vous montrer un peu plus de planches, mais c'est magnifique, ça marche très très bien, le découpage est assez sage, je trouve, peut-être un petit peu le défaut que je pourrais lui montrer, mais en tout cas le chara-design des personnages, la couleur chatoyante, le dessin, le trait fin, les détails qu'il y a dans la végétation et tout. Alors je vous montre pas parce qu'il y a une partie nue. Ça donne envie d'y aller quoi. Et ouais, le final est kiffant parce que bah tu t'y attends pas, il t'amène là où tu penses pas y aller. Il y a toute une histoire avec ce trio amoureux qui est vraiment vraiment intéressant. Il y a ce côté bah voilà, le gars il peut pas aller au-delà de ses désirs et tout, et du coup il a trop du mal, et c'est vraiment un truc c'est gênant en fait. Tu te dis mais merde, mais mec, t'as une meuf magnifique qui t'aime et tout, et puis bah lui c'est pas un personnage qui est lisse, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé quoi. C'est un gars qui est tourmenté, qui a des désirs et qui arrive pas à surmonter le truc, et ça le rend malheureux, et en même temps il fait du mal à sa copine, et l'autre elle est un peu ambiguë aussi. Enfin il y a vraiment un truc complètement fou. C'est tout en filigrane comme ça tout au long de l'histoire, c'est très très stylé. Et tu vas voir comment il va être actif au sein de la résistance, qu'est-ce qui va être imposé à ce couple là et à cette 3e personne, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour prouver qu'ils ont leur place dans la résilience. Les gens sont perdus, et puis à force de se radicaliser, bah tu finis par accepter que la violence en fait c'est ton seul moyen d'expression, et évidemment c'est y a rien de manichéen, et ça c'est cool. J'ai rarement vu un sujet sur la fertilité des sols pris comme un élément post-apocalyptique avec une entreprise qui verrouille tout et qui fait du profit, du bénéfice par rapport à ça. J'ai jamais vu une proposition pareille. Ça fait du bien, ça amène un petit vent de fraîcheur, et franchement Résilience c'est très stylé, que ce soit le dessin, le scénario et la couleur, et franchement c'est comme le bon vin, plus t'avances, plus t'attends et plus ça se bonifie, et à la finale ouais j'ai passé un excellent moment, et j'ai hâte de voir le reportage qui lui a ouvert un petit peu les yeux à Monsieur Lebon, parce que bah chapeau d'avoir créé ça, merci d'avoir créé ça, c'est quand même assez utile. C'est une œuvre qui te met un petit peu de plomb dans le crâne quoi, et ça fait pas de mal hein.
I'm Batman. Si, je le fais bien quand même. Je le fais bien, bordel, moi je trouve que je le fais bien. Bon, c'est là que je perds tous mes abonnés. Voilà, tout simplement. Je vais vous parler d'une œuvre majeure, culte, qui a changé à tout jamais les comic books avec Watchmen. C'est sorti en 1986. Batman The Dark Knight Returns, voilà, de Frank Miller. Au scénario et au dessin, Klaus Johnson à l'ancrage et Lynn Varley, qui était à la couleur. Il me semble que Lynn Varley, c'est l'ex de Frank Miller, mais c'est fini. C'est fini, c'est fini. Alors, je suis pas là pour dire que c'est pas bien, je suis là pour dire que ça n'a pas marché sur moi. Voilà, déjà, je préfère être clair avec vous. Je suis loin de dire que c'est une daube, je le pense pas du tout. Juste, sur moi, ça n'a pas marché. J'ai une histoire un peu compliquée avec cette œuvre, parce que je l'ai acheté il y a plus de 15 ans, je l'ai lu, et j'avais détesté à l'époque, voilà. J'avais détesté. Et je me suis dit, bon, maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles, quelque part, je vais quand même me replonger dedans, et peut-être qu'avec mon œil un tout petit peu plus fin, critique, en toute modestie, évidemment, peut-être que je vais kiffer, quoi. Et ça n'a toujours pas marché sur moi, malheureusement. Je l'ai lu, évidemment, dans l'idée de l'incorporer au top 10 ever de la cave du Mills, de lecture royale de la cave, mais non, j'ai toujours pas, je le mets toujours pas en top 10, quoi. Je trouve ça toujours moins bon que ce que j'ai mis sur le panneau, voilà. Frank Miller, c'est un gars qu'on aime, on n'aime pas. Il a vraiment un style graphique bien tranché. Moi, je pense que heureusement, il y a Klaus Johnson derrière, parce que l'ancrage est, bon, déjà, Klaus Johnson, c'est pas Joe Clodo, et l'ancrage est fou. Et quand tu vois qu'il a pas suffisamment ancré, je trouve qu'il y a des moments où je sais pas mon style de dessin, quoi. Mais après, passons, parce que le dessin c'est très subjectif, quoi. Chacun a sa patte, chacun a son délire, mais c'est vrai que j'accroche pas des masses. Déjà, il faut savoir que l'histoire est très verbeuse, excellemment verbeuse. C'est vraiment une œuvre où la télé joue un des rôles. En fait, t'as l'impression que la télé parle au nom de Gotham, et Gotham est un personnage à part entière, personnalisé, à mon sens, humanifié par la télé et les speakers de la télé qui constamment disent que il fait chaud, que Gotham est à deux doigts de l'explosion, qu'il y a un gang qui s'appelle le gang des mutants qui est en train de sévir dans la ville, et du coup on va retrouver un Bruce Wayne vieillissant qui a 55 piges, il me semble. Ça fait plus de 10 ans qu'il a arrêté ses conneries en tant que Batman, qui se dégouche plus en chauve-souris, mais sauf qu'au bout d'un moment il se rend compte qu'il y a des flashbacks qui reviennent, et que il entend qu'il y a une montée de la violence, et puis on commence à se redire Batman est parti, les gens commencent à se dire merde, putain, il commence à nous manquer, quoi. Évidemment, à la télé il y a des débats très chauds entre des personnes qui disent que Batman c'est le mal de Gotham et que heureusement qu'il est plus là, et d'autres qui sont en train de dire c'est vrai qu'au moins il bottait le cul des méchants, parce que la GCPD, donc les flics de Gotham, eux sont pas foutus de le faire, machin, bref. Gordon qui a deux doigts de la retraite aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir, mais on est d'accord, on est sur un Bruce Wayne qui picole, on est sur quelqu'un d'assez vieillissant, qui a du mal à bouger comme à l'époque, et s'il remettait le costume à l'heure d'aujourd'hui, ce serait ridicule à son sens. Et pourtant, il en a pratiquement besoin, il en a envie. Et tu vas suivre du coup Bruce Wayne, alors je vais vous montrer un peu les images, qui va tout simplement, je vous spoil pas plus, mais bon, si vous l'avez pas lu, ça fait quand même, c'est sorti quand même en 86, donc faut y aller. Mais je veux pas vous spoiler quand même. Tu vas te rendre compte que Batman va décider de ressortir la nuit pour botter des fions. Toute cette partie est excellente. Tout le début est incroyablement génial, la montée en puissance que Frank Miller arrive à mettre dans ce premier, parce que c'est en 4 tomes, on va dire, c'est en 4 parties. La première partie est incroyable. Je l'avais adoré déjà à l'époque, je l'aime toujours autant. C'est en 4 parties, donc la première partie c'est vraiment où tu sens que Batman il y a la décision de Bruce Wayne, et Batman va commencer à sévir dans les rues sur des petits crimes mineurs. Et il va y avoir une espèce de légende qui va se monter autour de Batman. C'est un loup-garou, c'est un monstre velu, j'ai vu qu'il avait des cornes, est-ce que c'est Batman qui revient, oui ou non? Toute cette partie-là est incroyable. Vraiment, la montée est incroyable, c'est complètement fou. Les infos, quand il y a une information qui passe avec plein de clins d'œil à droite à gauche, et en fait tu prends ça en considération en tant que lecteur de Batman, et du coup ça te ramène à énormément de références. C'est hyper bien monté. Il faut savoir que Frank Miller, il a mis du temps, il a longtemps demandé à faire son Batman, on lui a longtemps dit non, et au final il s'est éclaté. Et je pense que cette première issue, c'est une grande issue, mais ce premier chapitre, on va dire, était mûrement réfléchi. Ça faisait longtemps qu'il l'avait digéré, quoi. Alors on peut penser ce qu'on veut de la personne, du personnage en tant que tel, par rapport à tout ce qu'on était controversé sur la religion musulmane et tout qu'il a fait par la suite. Je l'ai même pas lu parce que ça sent le truc nauséabond, mais on peut penser ce qu'on veut. Il a vraiment ce don pour rendre les choses badass et rendre les choses vraiment crédibles et couillues, quoi. C'est un mec qui avec tout au travers de toutes ces œuvres, tu te rends bien compte qu'il y a énormément de testostérone. Et un Batman vieillissant de 55 ans qui pète la tronche des criminels dans la rue, t'as besoin d'avoir ce côté très lourd, très choquant. Tu vois, il y a vraiment un truc qui est assez intéressant. Donc ce premier tome est cool. Et après, tu découvres Robin, donc Robin qui est incarné par une fille.
dans cette histoire. Alors je trouve que c'est pas la première fois qu'une fille prend le costume de Robin, et tu sens qu'il y a eu un Robin qui était là avant et qui était plus, qui est plus là. Et il y a eu une espèce de plaie qui s'est jamais refermée pour Batman. Voilà, donc il fait très attention, il est très autoritaire par rapport à cette Robin là, et du coup il laisse très peu de chance au hasard. Tout est carré, il est même un peu castrateur. Il y a vraiment ce côté très protecteur du père, mais à outrance, tu vois. Et donc c'est là que tu vois que il y a tout ce côté familial qui est bien représenté par rapport à Frank Miller, a vraiment respecté la Bat Family. Et vraiment, ouais, là-dessus, il y a rien à dire, quoi. L'histoire part un peu en steak au moment où tu sens que Batman a de l'ego, et Batman a beaucoup trop d'ego, même quitte à risquer de mourir par fierté, juste pour montrer que bah il peut battre le chef des mutants, par exemple, à main nue, au lieu d'utiliser tous ses gadgets, tu vois. Des trucs comme ça où c'est un peu... c'est le personnage, tu te dis, bon, bah, ok, j'accepte. Donc déjà, là, je trouve ça un peu lourd. Et puis, il y a tout l'aspect de Superman qui va débarquer, le Joker qui va être libéré sur parole. Et là, ça commence à partir en steak. Le dessin est de plus en plus rushé, je trouve. Il y a même des parties qui sont pas du tout ancrées en fait par Johnson, quoi. Donc tu te dis bah là c'est bon, ça y est, on est en roue libre, quoi. Et ça va très très vite. Je vous parlais tout à l'heure des œuvres qui mettaient un peu la charrue avant les bœufs et qui passaient d'une page à une autre. Il y avait des ellipses temporelles un peu énervées. Là c'est d'une case à l'autre. À chaque case, tu as une avancée qui est assez dantesque, quoi. C'est-à-dire que ça passe... en plus, ça passe du tout au rien. Ça passe de la télé qui t'explique bonjour, machin, il y a un tel qui pense ça de Batman, et puis d'un coup, bim, t'arrives sur Superman qui est en train de... Alors, je vous en dis pas beaucoup plus, mais t'as Superman qui est en train de penser, donc t'as une bulle de pensée qui est bleue, et puis d'un coup, pouf, la case d'après, hop, c'est Robin qui est dans les bras de Batman et qui est suspendu à un hélicoptère, et tu dis, ouais, et je me rappelle que c'était à l'époque, il y a 15 ans de ça, je trouvais ça complètement brouillon, fouillis et compagnie, et effectivement, à partir du moment où tu trouves que l'histoire, elle part un peu en couille, et qu'en plus de ça, t'as une narration qui est spécifique, et propre à Frank Miller, encore une fois, mais qui t'intéresse pas plus que ça, où tu comprends pas les tenants et les aboutissants, la construction des cases et compagnie, le côté très verbeux, et ben moi c'était trop pour moi. Voilà. C'était trop pour moi. Donc, ce que je dis moi, c'est que, effectivement, il faut le lire. Effectivement, c'est une page importante du comic book. Effectivement, Frank Miller a des atouts dans son dessin également. Hein. Il joue avec les onomatopées dans la nuit quand Batman arrive et compagnie. Toutes ces planches complètes en gaufrier où tu vois qu'il va sévir sur les criminels. C'est jouissif, quoi. Mais par la suite, je trouve que son dessin s'étiole un petit peu. Il y a de moins en moins de finesse. Et sa narration est de plus en plus décousue. Et moi, au bout d'un moment, vraiment, j'étais perdu. Et pourtant, j'en ai lu des BD, j'en ai lu des comics pour avoir lu du manga, alors que c'était pas mon sens de lecture maternelle, bah, j'ai réussi à rester, focus. Là, clairement, la fin, elle est... alors la fin, elle est pas mauvaise, hein, je vous en dis pas plus. On aime, on n'aime pas. Toujours été... En plus, il y a d'autres titres après, hein, mais bon, bref. Toujours est-il que sur la fin, c'était beaucoup trop décousu, et en fait, tu perds en intérêt. C'est-à-dire que t'es plus dedans. Moi, au bout d'un moment, je ne suis plus dedans. Toute cette partie avec Superman, je dis pas qu'il est pas crédible, Superman, je dis juste que ce qu'il fait, et en fait, il y a deux valeurs, deux notions, c'est-à-dire que il y a une valeur mondiale qui est amenée au street level de Batman. Il y a vraiment Batman qui évolue dans une ville qui s'appelle Gotham, et il y a tout cet aspect mondial incroyable. Il y a un truc qui se passe qui fait que, bah, du coup, ça change radicalement la facette du monde, et là, je me dis, bah là, c'est trop too much pour moi, c'est pas du tout mon délire. Et c'est vrai que Frank Miller, à part Sin City, il y a quand même assez peu d'œuvres où je suis totalement raccord avec sa narration. Donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y a trop peu de gens sur internet qui le disent, qui en parlent. Il y a même très peu de gens qui se lancent dans la critique de Batman The Dark Knight Returns. Mais moi je trouve qu'il n'y a pas de mal à dire qu'on n'a pas trop aimé ça ou on a aimé ça. Je vous dis, toute la moitié du bouquin, tout le début du bouquin, elle est incroyable. La moitié, bon, ça passe, la fin, moi c'était trop pour moi, trop décousu. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui est majeure dans le comics et je reconnais la noirceur qui a fait qu'il y a eu un avant et un après. Et en cela, merci Frank Miller, mais effectivement, c'est un récit beaucoup trop décousu pour moi et je vais le vendre d'occasion, quoi. Je pense que je vais le vendre d'occasion parce que je vais pas le relire. Je pense que je vais pas le relire, ça fait déjà 2 fois que je lui donne sa chance. Et c'est pas pour moi, Francky, c'est pas pour moi, voilà, mais bon, t'inquiète pas, tu t'en attraperas, hein. Peut mieux faire, c'est un peu vénère. Putain, mais j'arrive pas à faire mes trucs, mais comment j'ai fait pour mettre des pois chiches au-dessus de la merguez? Oh là. Merci mes petites perruches d'être resté jusqu'au bout. Si t'as kiffé la vidéo, bah lâche un like, abonne-toi. Merci pour les partages. Merci infiniment pour l'engouement qui est en ce moment autour de la chaîne. On parle de BD, de comics sans publicité, y a pas d'algorithme YouTube, machin, tu te mets mes couilles sur ton nez. Et on dépasse les 2000 vues à chaque vidéo depuis 2-3 vidéos là. Moi ça me touche de ouf, voilà. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos pépites de la semaine, hein. Je prends toujours plaisir à vous répondre. Je sais pas si j'aurais réussi à tout répondre la dernière vidéo en attendant, parce que là il y a vraiment trop de messages, ça fait trop plaisir, voilà. Mais n'hésitez pas à bombarder, parce que mine de rien, ça, voilà,
voilà, ça permet une visibilité sur YouTube. C'est aussi con qu'un algorithme YouTube à la... Non, mais bon, en tout cas, on en a besoin. Sur ce, moi je fais d'énormes bises. Prenez soin de vous, et on se dit à très bientôt dans la cave.